ها نحن قد عدنا إلى الجزء الثاني من حصتكم بوليتيس خصصناها للجالية الجزائرية بالمهجر، النخب الوطنية الذين هاجروا البلاد وتمكنوا من اعتلاء أعلى المراتب في الدول الأكثر تقدما في العالم. كنا قدمنا ضيفينا وهما سفيان بابا المقيم في كندا، أستاذ في جامعة شيربروك، وكنا قدمنا أيضا الأستاذ الياس بوميري، إطار دولة سابق، دكتور دولة في بوليتيك في فرنسا، شهادات عليا في سيونس بو بباريس، عمل إطارا ساميا في الدولة الجزائرية، وهو الآن يعني كونسلتون انترناسيونال en stratégie industrielle et développement durable. الأستاذ قميري كنا انتهينا إلى مع سفيان بابا حول العملاق أو الغول البيروقراطي في الجزائر الذي تعداده حوالي 2 مليون إداري، وهذا الغول الإداري هو الذي يعني في غالب الأحايين يعني دفع بالنخب الشابة والطلبة والنخب المثقفة إلى يعني البحث عن أجواء أخرى في العالم الغربي. السؤال موجه لك أستاذ قميري: Comment peut-on imaginer une insertion de la diaspora algérienne établie à l'étranger et l'insérer ou essayer de la capter, de l'attirer dans le développement durable qui est devenu une station nécessaire pour l'Algérie de demain? Et merci. Je crois que le message est la prise en considération ou une reconsidération de la diaspora algérienne a commencé dans les années 95. Autrefois, on considérait que l'immigration, compte tenu de la formation qui était constituée essentiellement d'ouvriers non qualifiés, ne pouvait pas apporter une contribution autre que d'apporter substantiellement leur transfert de devises pour leur famille. Aujourd'hui, on peut dire 2 choses, que l'Algérie a besoin plus que jamais de sa diaspora. D'ailleurs, on insiste toujours que nos aïeux ont joué un rôle important. Ils ont payé le prix du sang, ça il faut le rappeler, pendant l'histoire révolutionnaire de l'Algérie, et que les nouvelles générations sont beaucoup plus qualifiées, hautement qualifiées aujourd'hui. Il reste bien sûr à trouver les moyens de les mobiliser. Je crois que c'est aussi, on vient de le confirmer, que ceci est un état de fait, mais les accompagner pour un développement durable. Ça, c'est la question. C'est comment faire pour pouvoir accompagner et atteindre des résultats tangibles pour cette insertion. Alors d'abord, je pourrais citer un peu à travers ma réflexion quelques pistes. Je vais beaucoup plus poser de questions que de donner ici un modus operandi précis, mais je crois qu'il est très important de commencer par l'identification des non-résidents, des associations qui existent dans les différents pays, dans les régions, et le rôle élargi des représentations nationales à l'étranger. Donc nous avons des consulats, des ambassades dans pratiquement tous les pays. On se pose la question, puisqu'on a décidé de créer une institution dédiée à cette diaspora, aux non-résidents, à l'intérieur de cette nouvelle structure, y a-t-il justement une réflexion qui aille dans ce sens d'identification, dans un premier temps, en fait, constituer une base de données intelligente, de savoir quelles sont ces populations, quelles sont leurs situations socio-professionnelles, quelles sont les différentes associations, leur nombre, on ne peut pas les dénombrer. Au Canada, il y en a au moins une centaine ou plus, mais je peux dire qu'aux États-Unis, il y en a tout autant. Donc dans chaque État, pratiquement des États-Unis, j'ai constaté qu'il y avait une association d'Algériens. Donc ce recensement, cette identification, ce rapprochement pourrait constituer déjà un fonds documentaire sur lequel on pourrait donc travailler et commencer à penser à un mode opératoire. Ensuite, c'est la question de se dire quelles sont les structures, les organismes, les acteurs nationaux pour réagir avec la diaspora. Si on remet une administration face à la diaspora, ce qu'on a fait jusqu'à présent, mon collègue Baba vient de dire que l'échec est prévisible.
Donc il va falloir penser autrement. Est-ce que ce sont des organisations patronales, des universités, des laboratoires, des centres de recherche, des ministères? Donc existe-t-il des canaux simplifiés? Je dirais simplifiés, pourquoi? Pour pouvoir aller très vite vers des échanges et une collaboration. Pour rendre également les mécanismes opérationnels de l'État, puisque l'État a décidé, à travers certaines lois et certains textes qui ont été pensés et qui ont été mis en œuvre pour faciliter, il va falloir se poser la question sur leur efficacité. Est-ce que ceci donne les résultats attendus jusqu'à présent? Je peux vous dire que, par exemple, il est certain que les représentations diplomatiques sont quand même la fenêtre, la porte ouverte à la diaspora, puisque les non-résidents ont besoin de ces structures, ne serait-ce pour des questions administratives, renouvellement de passeport, etc. Bon, je peux vous dire, je suis ici un peu le porteur des messages. Il y a une insatisfaction grande. Déjà pour les délais, vous savez que pour en France avoir un rendez-vous de visa à Paris, on vous dit c'est 6 mois. Et j'ai demandé aux États-Unis ou au Canada, c'est plusieurs mois. Donc quand vous avez un parent qui est malade ou quelqu'un qui est dans une situation critique, vous ne pouvez pas attendre aussi longtemps. Et donc ça donne déjà une image qui n'est pas du tout celle que devraient refléter ces structures qui sont là justement pour un rapprochement, pour aider à ce rapprochement et faciliter les documents. Là, on est au niveau des documents, mais ça reste quand même important. Ensuite, on doit parler de l'expression de la demande. Quand vous demandez à des experts de cette diaspora en leur disant pour une contribution, ils vous disent, mais en fait, vous demandez ma contribution, mais pour faire quoi? De manière précise. Alors, cette question est redondante, donc tout le monde dit que veut l'Algérie de manière générale. Nous savons que l'Algérie a des défis. Il y a la sécurité alimentaire, la sécurité tout court, la transition énergétique et autres. Donc tous ces défis, nous les vivons. Nous savons que nous avons besoin d'expertise, nous avons besoin de réseaux, de données. Et cette communauté peut, de manière très très importante, efficace également, apporter. Mais à ce moment-là, comment la concrétiser? À travers quels canaux? Donc ça, c'est une question que l'on doit se poser et trouver les mécanismes. Il ne s'agit pas de faire des décrets, des textes, de créer un ministère dédié à la communauté des non-résidents pour que les choses se fassent comme ça, par miracle, et se passent mieux. Et ensuite, quels moyens sont offerts de part et d'autre pour faciliter la contribution de la diaspora? Mon collègue vient d'en parler en disant on est obligé, quand on est un expert, de regarder ce que font les autres. Donc, on regarde les Turcs, on regarde les Iraniens, on regarde bien sûr l'Inde et la Chine, mais c'est incroyable ce qu'ils font. Je me suis moi-même rendu en Inde, j'ai rencontré des hautes autorités, j'ai soulevé cette question de la diaspora. On m'a dit, nous avons longtemps hésité, mais finalement, on a opté pour des textes légaux. Et en fait, en gros, pour résumer, ils ont fait des couloirs avec tapis rouge. Tout Indien de la communauté des non-résidents qui veut venir en Inde s'installer, on lui donne, il y a l'octroi immédiat de facilités, mais dans tous les domaines. Il a accès au foncier, il a accès à l'immobilier, des crédits autant qu'il en veut, etc. Alors je vais poser immédiatement la question, lui dire, mais les Indiens, les nationaux, quand ils voient cette différenciation de traitement, comment réagissent-ils? Il m'a dit, bien sûr, ils ne sont pas contents, en disant, pourquoi vous donnez la préférence? Mais il a dit, on a longtemps débattu, et en même temps, on ne le fait pas pour tous les profils. On les fait pour des profils, en fait, on leur a dit quels sont les domaines qu'on ne maîtrise pas, qui nous échappent et dont nous avons besoin. On a essayé de les recenser avec eux, et finalement, on s'est dit, puisque notre communauté locale, nationale, n'a pas cette expertise, n'a pas ces réseaux, n'a pas ces compétences, nous allons faire appel à des compétences étrangères. Et pour qu'elles viennent et que nous puissions en avoir la maîtrise, il ne faut pas échapper
à un traitement différencié et favorable. Excusez-moi, Ségomeri, ce qui m'amène et me pousse à poser une question sur ce que vous dites. Est-ce qu'il y a eu un diagnostic pareil en Algérie? Alors, qui pourrait faire un tel diagnostic? Aujourd'hui, on peut dire que l'intérêt au plus haut niveau, puisque le président lui-même en parle, l'intérêt est là. Il n'y a aucun doute. La volonté également. La création d'une institution au niveau du ministère pour dédier à la diaspora. Tout ça, c'est quelque chose de nouveau qui doit marquer déjà un tournant. Mais ce que je dis, c'est que en matière de travaux, d'expertise, de données, de recensement, de rapprochement, je ne crois pas qu'il y ait eu récemment, sur les 5 dernières années, quelque chose de substantiel qui pourrait modifier l'approche. Nous réfléchissons, avec d'ailleurs l'aide de l'Institut national des stratégies globales, sur une réflexion sur ce domaine, en particulier avec l'écoute. C'est-à-dire qu'on ne peut pas réfléchir nous-mêmes. Vous voyez, il y a ici des demandeurs. Et les demandeurs, la palette est très large. C'est les laboratoires de recherche, c'est les instituts spécialisés, c'est les entrepreneurs, c'est les experts, ce sont les entrepreneurs. Donc, l'éventail est très très large. Tous ces gens-là, je ne crois pas qu'il y ait un seul qui vous dise « je suis à jour, je suis à la pointe et je n'ai plus besoin de me développer ». D'autant plus que la technologie avance maintenant à grands pas. Il y a l'introduction de l'intelligence artificielle, il y a aussi des menaces au niveau des données, du pillage d'informations. Nous sommes un pays exposé également. Nous sommes un pays qui a aussi un certain nombre de défis à relever dans l'immédiat, pas dans 20 ans, tout de suite. Donc tout cela fait que, avec l'urgence et avec des défis très importants, dans un système d'exclusion, c'est-à-dire soit vous allez monter dans le train de la modernité, de l'intelligence artificielle des pays avancés, émergents, soit vous restez sur le quai. Et à ce moment-là, avec le temps, vous allez presque disparaître, vous n'existez plus. Donc quand on a compris cela, on doit d'urgence apporter une réponse adaptée à la mesure du défi. Et je peux dire que, et c'est là que je lance volontairement cette idée de dire qu'il faut constituer une task force, c'est-à-dire inviter des personnes qualifiées qui ont déjà une vision, faire une espèce de rapprochement avec tous les centres de recherche qui sont normalement, vous savez qu'il y a à peu près des milliers de centres de recherche et laboratoires en Algérie. Donc ça fait des dizaines de milliers de gens qui sont payés pour trouver des solutions. Donc toute cette communauté de chercheurs, d'experts, etc., leur ouvrir un espace et leur dire « nous allons maintenant ouvrir et donner des capacités, des moyens pour pouvoir collaborer directement sans passer par l'administration ». Si vous allez vers les ministères, vers les administrations, on revient à la case départ. Donc je répondrai que tout reste à faire, mais j'ajoute, il faut le faire maintenant. Très bien. Je vais passer à un autre registre avec mon autre invité, Soufiane Baba, professeur agrégé de management stratégique de l'école de gestion de l'université de Sherbrooke au Canada. أنا رجل إعلام وأهتم بما يدور حول الإعلام في العالم، ورأينا مؤخرا كيف لما يعني قدم طاقمه الوزاري الرئيس الأمريكي الجديد القديم دونالد ترامب كان في الصف الأول. لم يكن هناك وزراء ولكن كانوا ملاك الإعلام، ملاك الإنترنت، ملاك المواقع الاجتماعية. كان هناك جيف بيزوس من أمازون، كان هناك مارك زوكنبرغ مالك فيسبوك الذي أصبح اسمه ميتا، كان هناك إيلون ماسك الذي هو أيضا في طاقمه الحكومي وهو مالك تويتر. وهذه كلها يعني ملايين، مئات الملايين من المستعملين، بل حتى جلب يعني صاحب تيك توك صيني كان في
في الذين يعني حضروا حفل دخوله إلى البيت الأبيض. فهناك حرب عالمية إعلامية قائمة. والسؤال موجه للأستاذ سفيان بابا. L'Algérie est cible d'une campagne presque mondiale de désinformation. Nous connaissons et nous avons identifié les auteurs, nous connaissons leur mode opératoire, nous connaissons tout ce qu'ils prévoient de faire. La question est la suivante: comment les élites algériennes établies à l'étranger, spécialement au Canada, peuvent-elles réagir à ces menaces de désinformation, de guerre de propagande, de soft power, comme vous disiez tout à l'heure? Et une autre question qui s'impose d'elle-même: pourquoi les élites algériennes établies à l'étranger délaissent la force médiatique, délaissent ce qui peut être un appui essentiel pour l'Algérie dans sa guerre médiatique qu'elle mène? Oui, merci beaucoup. C'est sincèrement une très grande question. Je vais commencer par la deuxième. En tout cas, je ne pense pas que mes concitoyens algériens au Canada délaissent la chose politique. Mais de façon générale, ce qu'on voit, même au Canada, c'est que les Algériens ne s'intéressent pas beaucoup à la politique. Alors, ils ne la délaissent pas entièrement, mais pour des raisons peut-être historiques, personnelles, ils préfèrent travailler, se concentrer sur leur travail. Ils excellent dans leur travail, mais tout ce qui est extra-professionnel, généralement, ce n'est peut-être pas leur tasse de thé. D'ailleurs, même dans l'engagement communautaire, social, on a de grands défis. On a même de grands défis. D'ailleurs, parmi toutes les communautés maghrébines établies au Canada, la communauté algérienne est celle qui s'engage le moins en politique, que ce soit municipale, provinciale ou fédérale. Donc, voilà, juste pour partager ma perspective là-dessus. Pour la première question, écoutez, vous avez raison. C'est-à-dire le monde est en train de changer sous nos yeux. On est dans un monde de l'information. Celui qui contrôle l'information et les réseaux sociaux domine le monde. Alors, je pense qu'on revient au point de la diaspora. Une diaspora forte à l'international, c'est une arme diplomatique pour l'Algérie. Mais pour peu que cette diaspora-là soit structurée, qu'elle puisse s'organiser, qu'on puisse lui donner des moyens de travailler, des moyens pour fluidifier son action. On en est malheureusement très très loin, en tout cas au Canada, on en est loin, quoique on a eu des contacts avec certains représentants du ministère des Affaires étrangères qui sont venus nous rendre visite dans les dernières années, justement pour écouter la diaspora et pour essayer de savoir comment on pouvait mieux travailler ensemble. Donc je vous dirais, c'est un chantier. Je pense que l'Algérie a tout intérêt à investir dans sa diaspora parce que c'est un vecteur de soft power. 5-6 millions d'Algériens à l'étranger, ce n'est pas rien, surtout qu'ils occupent généralement des fonctions extrêmement importantes et élevées dans tous les domaines. Et vous parliez de Meta, vous parliez de Twitter, vous parliez de... Je suis convaincu que même dans ces entreprises, on va trouver de très très nombreux Algériens, un peu partout aux États-Unis, un peu partout à travers le monde. C'est comment on peut collaborer avec eux, comment on peut travailler avec eux. Je donne juste l'exemple de TikTok. TikTok maintenant aux États-Unis, donc bon, l'administration Biden les avait bannis, Trump les a réhabilités, à condition qu'ils acceptent de se faire acheter par une entreprise américaine. Alors tout cela est quand même drôlement lié au génocide en cours en Palestine. Après le 7 octobre, les services israéliens et américains étaient surpris que l'opinion publique soit en faveur des Palestiniens. Ils étaient surpris, ils se sont dit mais comment ça se fait? Et ils ont réalisé que c'est parce que TikTok est tellement populaire en Amérique du Nord, auprès des jeunes, et TikTok était la seule plateforme médiatique qui n'était pas contrôlée par les Américains. Donc ça montre à quel point celui qui contrôle l'information contrôle depuis tout le temps, mais on le voit encore plus aujourd'hui, où on est malheureusement dans des guerres d'influence, dans des guerres de stigmatisation, et l'Algérie malheureusement on est victime, mais je suis convaincu qu'on va pouvoir relever le défi. Oui, justement, parlons de la réaction très déçue des Israéliens sionistes concernant l'échec de leur guerre médiatique contre les Palestiniens. Vous n'êtes pas allé jusqu'au bout de votre pensée, parce qu'on a parlé tout à l'heure d'actes qui ont été faits par la suite par les Israéliens à l'intérieur des universités américaines. Est-ce que vous pouvez... Oui, absolument, absolument. En fait, on parlait un peu de la guerre d'influence et de l'importance d'investir. C'est-à-dire que le soft power, on investit dans son soft power. Tout à l'heure, on donnait l'exemple de Harvard University et de Columbia, donc des universités très prestigieuses
à travers le monde qui font partie de ce qu'on appelle la Ivy League aux États-Unis. Et dans les semaines qui ont suivi le 7 octobre, alors beaucoup d'étudiants, beaucoup de membres du corps professoral de ces grandes universités demandaient, exigeaient même à leur administration d'émettre un communiqué pour défendre finalement les Palestiniens et s'opposer à cette campagne-là génocidaire. Et il y avait beaucoup de bailleurs de fonds, généralement, des bailleurs de fonds, donc d'anciens étudiants dans ces universités, des alumni qui sont devenus des personnes très riches et qui ont fini par investir des sommes colossales dans ces universités, qui leur ont généralement valu des postes au conseil d'administration, donc des postes d'influence. Et ces personnes-là ont mis le veto, c'est-à-dire si vous publiez ce communiqué, nous on démissionne de notre poste et surtout on retire nos centaines de millions qu'on vous a octroyés et qu'on vous octroie chaque année. Donc le soft power, c'est d'être à la bonne place, mais surtout d'utiliser toutes les ressources, incluant les ressources financières, pour les investir. Et puis viendra le jour où on aura besoin. On donne l'exemple aussi de la Saïd Business School, par exemple, l'université Oxford, une université prestigieuse, dont l'école de gestion porte le nom d'un ancien d'origine arabe, Saïd, qui a mis la main à la poche et qui a financé l'école de gestion. Donc ce sont des aspects très importants et je pense que nous en Algérie, on a encore du mal à voir, on voit généralement ces dépenses-là comme des coûts, alors qu'il faut les voir comme des investissements. Très bien. Monsieur Goumiri, je vais terminer avec vous. Vous êtes un cas atypique. Monsieur Goumiri, c'est un cadre de l'État. Il a fait ses études à l'étranger et il est revenu en Algérie, il a formé, il s'est mis au service de son pays, il a été un cadre supérieur et il continue avec les médias à donner des expertises, à conseiller. Pourquoi vous êtes revenu, Monsieur Goumiri? C'est ce que j'expliquais au début. Cette fibre patriotique est très forte dans ma génération. Moi, j'étais encore conscient avant l'indépendance, donc j'ai vu ce que valait un Algérien pendant la colonisation française. J'ai vécu pratiquement les événements. J'habitais au 1er mai, tout près ici, dans un quartier. Et j'essayais pendant très très longtemps de dire, puisque je n'ai pas pu participer à la guerre de révolution, comment pourrais-je me battre autrement et apporter mon concours à cette lutte d'indépendance pour l'Algérie. J'ai été boursier Sonatrach également, et à la fin de mes études, c'est une anecdote, le directeur du laboratoire m'a dit « Je vous ai pris un rendez-vous à la préfecture, on a préparé des papiers pour vous et on vous a trouvé un poste. » Et lorsque j'ai exprimé d'abord mon étonnement, j'ai dit « Je ne crois pas vous avoir demandé quelque chose dans ce sens. » Ah, il me dit « Je croyais… » Je lui dis « Je ne sais pas ce que vous croyez, mais… » Il m'a dit « Vous êtes un peu comme nous. » Il y avait un Iranien, il me dit « Regardez l'Iranien, lui, il n'arrive pas à s'intégrer, mais vous êtes pratiquement français. » Je lui dis « Non. » Je lui dis « En apparence, vous dites que je le suis, mais au fond de moi, je ne le suis pas. » Je lui dis « Moi, je suis très pressé de retourner dans mon pays et d'apporter mon concours, ma contribution. » Alors, cette fibre existe. Je pense que tous nos aînés, enfin tous les gens de ma génération, parmi les non-résidents, est très forte. C'est une chance pour l'Algérie. Mais j'ai dit attention, ça risque de s'émousser. Je vous ai donné l'exemple des Noirs américains. Ceci d'une part. D'autre part, je crois que la prise de conscience est tardive, mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. On aurait dû s'occuper mieux et plus de la diaspora déjà à partir des années 2000. Je crois que les choses peuvent se rattraper à condition, je dirais, d'inscrire, mais de manière, je dirais, c'est un plan Marshall, immigration. D'abord pour leur faciliter la relation avec les représentations consulaires, ça peut se faire du jour au lendemain. Je pense que le président de la République, chaque fois qu'il a exigé un changement brutal, il y a eu immédiatement une réponse. Je pense qu'il faut le faire en direction, d'abord, dans ce sens. Et ensuite, il est difficile immédiatement de dire voilà ce qu'il faut faire. Mais, puisqu'il existe un ministère chargé de la communauté à l'étranger, je crois qu'il faut agir
sur cette structure pour commencer à lui dire de faire ce travail. Ça fait des milliers de fonctionnaires à travers le monde qui occupent des postes au niveau des représentations. Donc ici en Algérie, vous dites, est-ce qu'il y a un travail? Il n'y a pas de statistiques, il n'y a pas de données. S'il y avait ce fonds documentaire qui aurait été pris à la source, puisque les gens se présentent pour des cartes consulaires, pour des visas, etc., on peut très bien échanger par mail pour leur demander de donner une fiche d'information, qu'est-ce qu'ils font et tout ça. Je pense qu'ils s'y prêtent très, très, très bien. Recréer la confiance et de dire que nous sommes en train de bâtir maintenant des vrais ponts, des passerelles, donner des facilités de transport. Je pense qu'il y a une ligne Alger-New York. Bon, on l'annonce depuis pas mal de temps, un vol. Hein. Tout le monde attend. Bon, bien sûr, il y a Montréal, mais ça serait bien aussi que ce vol puisse voir le jour pour que la communauté aux États-Unis puisse profiter et venir avec des prix intéressants et assez souvent. Donc, et surtout, je crois que, parce que là je parle au niveau des représentants locaux, je prends les profs d'université, je prends les directeurs de laboratoire, je prends des chercheurs. Ils me disent, M. Goumiri, on a des problèmes. On n'arrive pas à atteindre, à dépasser ce seuil de technique ou technologique. On n'arrive même pas à acheter les matériels. Dès qu'on voit destination Algérie, il y a des matériels sensibles, on ne les vend pas. Donc on a des difficultés, il y a une espèce de barrière. Comment pouvoir la franchir celle-ci, je disais, avec la diaspora et les réseaux? C'est ce que font les Iraniens, c'est ce que font les Chinois, ce que font les Indiens. Ils ont contourné ces obstacles, utilisé leur diaspora et réussi à relever les défis. Je crois que l'image est tellement claire. Si vous me demandez comment la mettre en œuvre, on ne peut pas le faire ici, mais c'est possible. Et je crois que la créativité, l'ingéniosité, l'expérience aujourd'hui établie des Algériens feront que je suis très optimiste. Je suis sûr que nous pourrions y arriver si tous ces éléments qu'on vient de soulever pouvaient voir le jour prochainement. Très bien. Je vous remercie, Monsieur Ilyas Goumiri. Ça a été un plaisir d'écouter toutes vos explications et votre expertise. Vous aussi, c'est Sofiane Baba. Ça a été un plaisir d'écouter les informations, les expertises que vous avez eues, les expériences et tout ça. إلى هنا نكون قد أتينا إلى الجزء الثاني والأخير من حصتكم جيوبوليتيس. كنا قد خصصناها للجالية الجزائرية في المهجر، للنخب الوطنية، وكيف للجزائر أن يعني يمكن أن تستعين بهم في المرحلة القادمة من حياتها في محيط جيوسياسي عدائي وعدواني. إلى هنا أنتهي معكم في هذه الحصة، وهذا فيصل أقاسي يحييكم من استديوهات السلام.